Madame la ministre, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour à tous. Alors, les bioénergies, effectivement, représentent également un enjeu majeur pour la France. Madame la ministre a rappelé l'objectif de 23% d'énergie renouvelable en 2020. Dans le cadre de cet objectif, un découpage par filière avait été fait, qu'on peut voir sur la slide suivante, si elle arrive à apparaître, et par laquelle on a plus de 50% en fait, des objectifs d'énergie renouvelable de 2020 qui reposent sur les bioénergies au sens large, qu'il s'agisse du bois dans l'individuel, de la part des usines d'incinération d'ordures ménagères, du biogaz, de la biomasse pour faire de la chaleur, de la biomasse pour faire de l'électricité ou des biocarburants. Quand on cumule tout ça, à l'horizon 2020, pour atteindre nos objectifs, on compte à plus de 50% déjà sur les bioénergies. Au-delà, Madame la ministre a rappelé que la programmation pluriannuelle de l'énergie fixera des objectifs encore plus ambitieux dans le cadre mis en place par la loi. Mais pour éclairer ce débat, éclairer le champ des possibles, en 2012, l'ADEME avait produit des scénarios de prospective énergie-climat aux horizons 2030 et 2050 pour regarder à l'horizon 2030 jusqu'où est-ce qu'on pouvait aller en poussant le plus loin possible l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. C'est la slide suivante. Et puis à l'horizon 2050, comment est-ce qu'on pouvait atteindre le facteur 4 en se plaçant dans cette contrainte absolue que Jean Jouzel vient de nous rappeler, atteindre au moins le facteur 4 en France en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement ? Quelques éléments forts qui étaient ressortis de ces scénarios prospectifs. D'abord, la nécessité de diviser par 2 la consommation d'énergie à l'horizon 2050. Et cet objectif a été annoncé comme un des objectifs de la loi par le président de la République à la conférence environnementale l'année dernière, mais également la nécessité de renforcer les renouvelables avec 35% de renouvelables dans la consommation d'énergie à l'horizon 2030 et plus de 55% de renouvelables à l'horizon 2050. On n'est pas très loin des 50% que donnait Jean Jouzel à l'échelle planétaire. Là-dedans, on voit que les bioénergies ont vocation à jouer une part très importante, puisque à elles seules, elles pourraient représenter 15% de la consommation totale d'énergie en 2030 et 26%, donc plus du quart de la consommation totale d'énergie à l'horizon 2050 qui pourrait être fournie par les bioénergies sous toutes leurs formes. Alors, quelle bioénergie ? Bien sûr, d'abord la forêt et les déchets de bois, c'est la partie verte des barres que vous voyez à l'écran. Mais cette biomasse forestière, on sait bien qu'elle a une limite de capacité. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, petit à petit, elle augmente, mais elle finit par plafonner. Et ce sont d'autres sujets qui prennent le relais et qui se développent fortement, en particulier la méthanisation à partir des déchets organiques et notamment agricoles, et puis des importations pour une petite partie. Donc, une ambition extrêmement forte pour cette filière qui soulève plusieurs questions, plusieurs défis. Certains ont déjà été évoqués. Je voudrais revenir sur 2 d'entre eux. La question des bilans de gaz à effet de serre du bois énergie et puis la question de la mobilisation de la biomasse. Sur les bilans de gaz à effet de serre, si on peut montrer la diapositive suivante, on a eu l'habitude de dire pendant longtemps que le bilan de la combustion du bois énergie était neutre en termes de carbone, puisque le carbone qui était émis correspondait à celui qui avait été capté par la plante grâce à la photosynthèse, et que donc au total, le bilan était nul. Cette affirmation a, depuis quelques années, été fortement mise en doute par un certain nombre d'acteurs dans un contexte d'augmentation des récoltes et donc nous a amené à nous interroger, mais finalement certains allant même jusqu'à dire mais qu'il ne faudrait pas
prélever de bois dans les forêts et qu'il faudrait laisser le bois en forêt si on veut avoir une contribution maximale au changement climatique. Dans le même temps, à la conférence de Durban, on a eu un changement des règles de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier pour aller vers une mesure des variations de stock de carbone dans les sols. Donc tout ça, ça nous a amené à l'ADEME à vraiment souhaiter regarder de plus près cette question du bilan de la filière bois-forêt pour pouvoir, je dirais, conforter l'action qui était menée et avancer de la façon la plus efficace possible. Alors, effectivement, quand on regarde d'un peu plus près ce bilan gaz à effet de serre de la filière bois-forêt, il est un peu plus compliqué que la simple neutralité carbone. En fait, on a 4 types de phénomènes qui sont en jeu et qui se cumulent à des échelles de temps différents. 2 phénomènes qui sont des phénomènes qui sont liés à du stockage de carbone. D'abord en forêt, soit dans la biomasse végétale, soit dans les sols. Dans nos régions, il faut avoir en tête que les stocks de carbone sont répartis à peu près moitié-moitié entre la biomasse et les sols. Et ces stockages de carbone en forêt sont extrêmement importants pour notre bilan de gaz à effet de serre. En France, aujourd'hui, le puits de carbone représenté par ce stockage en forêt, donc l'augmentation annuelle de ce stockage en forêt, c'est 13% l'équivalent de 13% de nos émissions nationales. Juste l'augmentation annuelle du stock. Deuxième stock, dans les produits finis, quand on fait une maison en bois, quand on fait des meubles en bois, on stocke du carbone dans le bois pour une durée plus ou moins longue selon l'usage qu'on fait. Et puis, on a 2 autres phénomènes qui sont des phénomènes de substitution. Quand on sort du bois de la forêt et qu'on va l'utiliser pour faire du bois matériau, on va éviter d'utiliser d'autres types de matériaux qui vont avoir consommé de l'énergie pour leur fabrication et donc qui vont avoir donné lieu à l'émission de gaz à effet de serre. Donc cette utilisation de bois dans la construction, par exemple, elle est doublement bénéfique. On stocke du bois pour la durée de vie du bâtiment et en plus, on évite d'utiliser des matériaux non renouvelables qui vont avoir émis des gaz à effet de serre pour leur fabrication. Et puis, dernier phénomène, un autre phénomène de substitution quand on utilise du bois pour l'énergie, on évite d'utiliser des combustibles fossiles et donc on évite les émissions de gaz à effet de serre de ces combustibles fossiles. Donc, au total, des phénomènes qui sont assez compliqués, qui se cumulent, mais quand on regarde, et c'est sur la slide suivante, le résultat de tout ça, heureusement, on arrive bien à montrer que le bilan en termes de gaz à effet de serre est positif. On a finalement entre guillemets, un investissement initial, c'est-à-dire effectivement quand on coupe le bois, on déstocke du carbone et donc on a temporairement une petite augmentation des émissions, mais dans la durée, cet investissement initial est bien compensé et on a un bilan qui est positif. Ce temps au bout duquel le bilan est positif, il va dépendre de nos choix, de nos pratiques de gestion de la forêt, de nos pratiques d'usage du bois, de l'importance des effets de substitution. Et donc, on voit que nous avons la capacité collectivement d'améliorer le bilan gaz à effet de serre de notre utilisation de la biomasse en faisant les bons choix. Par exemple, en privilégiant les systèmes sylvicoles à vocation de bois d'œuvre. Parce qu'on l'a vu, le bois d'œuvre, ça permet à la fois de stocker du carbone et de substituer des matériaux non renouvelables. Lorsqu'on développe le bois dans la construction et la rénovation, c'est la même chose. On fait des choix qui vont améliorer le bilan de gaz à effet de serre de la forêt. Quand on réserve le bois dans l'énergie aux usages à haut rendement, on réduit le temps de retour, donc on améliore le bilan. Et donc, pour dire les choses simplement, quand on utilise la biomasse plutôt pour faire de la chaleur que pour faire de l'électricité, on a un bilan gaz à effet de serre qui est meilleur. Et puis pour finir, quand on développe la résilience de nos peuplements au changement climatique, on améliore aussi le bilan parce que tout ça, ce sont des bilans qu'on fait hors événements exceptionnels.
Donc avec l'idée que le bois va bien stocker du carbone pendant une durée de vie normale. Si on a des incendies, si on a des maladies qui peuvent être liées au changement climatique, on va dégrader le bilan. Voilà. Donc ce sont toutes ces actions qu'on peut mettre en place pour avoir un bilan qui soit le meilleur possible. Le deuxième enjeu sur lequel je voulais revenir rapidement, qui a été évoqué par Madame la Ministre, c'est celui de la mobilisation de la biomasse. Si on peut avoir le slide suivant, on a en France une chance d'avoir une ressource forestière qui est importante. Une forêt qui couvre presque 30% du territoire et aujourd'hui un prélèvement sur la forêt qui est seulement la moitié de la croissance de cette forêt. Donc la forêt française est en croissance et on ne prélève que la moitié de la croissance pour nos différents usages. Donc ça veut dire qu'on a de la marge. Mais on a aussi des besoins qui sont importants pour atteindre nos objectifs. Pour atteindre nos objectifs, vous voyez en bas l'historique des prélèvements sur la forêt, sur la partie commerciale, hors bois des particuliers. La petite courbe pointillée en rouge, c'est l'accroissement qui est nécessaire pour atteindre nos objectifs en termes de bois énergie. Donc c'est tout à fait possible. Même avec ça, on reste sur un prélèvement de la forêt qui est très inférieur à son accroissement naturel. Même dans le scénario très ambitieux de l'ADEME en 2050, on reste à moins de 75% de prélèvement de l'accroissement naturel de la forêt. Donc c'est tout à fait possible. Et en préservant un bon équilibre des forêts, la biodiversité et les équilibres naturels. Mais c'est très ambitieux. C'est vraiment une rupture de pente. Et donc ça nécessite la mobilisation de tous. Il y a déjà un certain nombre d'actions qui sont mises en place. Tout à l'heure, on a évoqué le comité stratégique de filière, les mesures qui sont dans la loi d'avenir. Donc ces mesures, maintenant, il faut qu'elles se traduisent de manière opérationnelle. Mais ça ne suffira pas, tout ne pourra pas venir de l'État. Et donc là, il y a vraiment la nécessité d'avoir une mobilisation de l'ensemble des acteurs. C'est le sens du comité de filière, mais aussi peut-être d'avoir une mobilisation plus importante des acteurs du bois énergie qui sont une partie de cette filière et qui pourraient peut-être aussi regarder ces questions d'amont pour y contribuer le plus possible pour qu'on arrive à atteindre nos résultats. En tout cas, grâce à l'annonce du doublement du fonds chaleur, on a aujourd'hui tous les outils pour réussir. Maintenant, il nous faut des beaux projets. Et là, on compte sur vous pour vous mobiliser, pour qu'on ait rapidement ces bons projets. Et puis, il faut qu'on ait les ressources en biomasse qui sont nécessaires. Et là aussi, on compte sur l'ensemble des acteurs de la filière pour se mobiliser, pour être au rendez-vous de ce nouveau modèle énergétique. Merci. Oui, je vois le député Jean-Yves Collet qui applaudit particulièrement chaleureusement. Je pense que les conclusions de Virginie Schwartz vont plutôt dans le sens du rapport qu'il a écrit il y a quelques mois. Et ces rapports se succèdent de législature en législature. Et il serait temps qu'il y ait pour une fois un de ces rapports sur la forêt et sur la filière bois qui soit mis en œuvre et dont on suive les préconisations. Jean Jouzel, je pense que cette préoccupation sur la bonne gestion de la forêt dans la perspective de la lutte contre le dérèglement climatique, ce n'est pas une préoccupation franco-française et que le GIEC s'en préoccupe aussi. Donc le rôle du GIEC, c'est avant tout de porter un diagnostic et de fournir aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Évidemment, le GIEC couvre tous ces aspects, et en particulier les renouvelables, avec ce rapport spécial sur les énergies renouvelables. Mais c'est vrai que le rôle du GIEC, c'est pas de faire des recommandations, c'est de fournir aux décideurs politiques, et bien sûr, dans le cadre des COP, de la Convention climat, les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions en termes... on voit bien que le rôle de la forêt, les discussions autour de la forêt, ne serait-ce qu'avec REDD+, et tout ça, sont très très importantes dans les conventions climat et s'appuient largement sur le diagnostic fait dans les différents rapports du GIEC. C'est tout à fait exact. Voilà, je vous remercie donc tous les deux intervenants. Je pense que vos deux exposés ont bien introduit donc la problématique, enfin, l'ensemble des problématiques que nous allons aborder pendant ces
ces 2 jours. Et donc je vous propose de passer à la suite et de les applaudir tous les deux. Merci beaucoup.